Parcours Stup, épisode 6, l'alcool. Bienvenue dans Parcours Stup, le podcast sur les stupes. Au cours de cet épisode, nous allons parler de substances à usage non médical, mais également d'alcool, ce que le législateur appelle souvent drogue. Mais ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Ce podcast est destiné aux usagères et usagers de substances à usage non médical, mais également du personnel de santé et du grand public qui souhaiterait s'informer sur ces questions. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets en description le lien vers des organismes gouvernementaux francophones qui seront à votre disposition pour vous aider. On passe maintenant au podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcours Stup. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir à nouveau Evan et Émilie. Bonjour à vous deux. Salut tout le monde. Bonjour. Voilà, alors peut-être pour commencer, comme d'habitude, commencer par les présentations. Alors Evan, tu étais déjà là la dernière fois, je te laisse peut-être te présenter à nouveau. Oui, je vais reprendre des choses similaires. Donc en effet, je suis Evan, je suis médecin généraliste et addictologue. J'exerce pas depuis des centaines d'années et je travaille actuellement dans un hôpital en France, dans un service d'addictologie. Voilà, merci d'avoir accepté à nouveau l'invitation. Pour les personnes qui nous écoutent, je rappelle que tu n'as pas été menacé pour participer à nouveau. Et de l'autre côté, cette fois-ci, on accueille pour la première fois Émilie. Oui, bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 26 ans, j'ai été addict à l'alcool de 2015 à 2019. Et là, donc du coup, j'ai 1 an et demi d'abstinence. Et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Voilà, félicitations en tout cas pour ton année et demie d'abstinence. On espère que ça continue. Alors peut-être justement pour commencer, donc voilà, que vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler ensemble d'alcool. L'alcool, qu'est-ce que c'est? L'alcool, est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter cette substance, hein? L'alcool, c'est une substance psychoactive qui est très connue, très populaire sous nos latitudes, et c'est une substance qu'on va retrouver dans de nombreux types de boissons. Le débat sur l'alcool, généralement, quand on l'a en société, va vite se focaliser sur le type de boisson dans lequel il est contenu, mais aujourd'hui, pour nous, on part du principe que l'alcool, ça reste de l'alcool, qu'on parle de bière, de vin ou de cocktail, c'est la même chose. L'alcool présente des risques dès la première goutte, peu importe la substance, enfin le mélange dans lequel il se retrouve, et c'est de cette substance qu'on va parler aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que on fera faire la différence entre une consommation d'alcool, je dirais, contrôlée, ça c'est un langage d'addictologue, mais en tout cas une consommation d'alcool voulue par la représentation populaire, et puis il faut faire la différence tout de suite avec la dépendance. Du coup, je laisse la parole aux professionnels d'abord. Pour commencer, Evan, est-ce que tu pourrais nous dire à partir de quand on considère que l'alcool est un problème et si justement, sur quels critères on va pouvoir se baser pour parler de consommation problématique, voire de dépendance. Mhm. C'est vrai, pour reprendre le petit point, on va essayer de faire un truc qui est pas trop scolaire, mais quand on dit problème d'alcool, ça dépend ce qu'on veut dire. Est-ce qu'on parle du problème addictif ou est-ce qu'on parle des complications de l'alcool et des risques qu'il va poser? Puisque finalement, il y a des choses qui vont pas forcément se superposer dans les deux cas. Pour parler de la problématique addictive de l'alcool, il y a actuellement, en tout cas dans les pratiques que j'ai vues autour de moi, je trouve deux classifications qui s'entrechoquent un petit peu. Celle qui est proposée par l'OMS, qui est la CIM-10, et qui est en fait une classification qui permet à la Sécu, aux mutuelles, d'avoir des jolies cases dans lesquelles on peut mettre les maladies et donc les remboursements. Et puis donc le DSM-5, qui est fourni par la American Psychiatry Association, où c'est la même chose, mais pour les mutuelles américaines. Donc dans les deux cas, le but est de classer les maladies pour avoir des jolies cases. Dans ma pratique quotidienne, pour faire de l'addictologie, je préfère celle du DSM-5 plutôt que celle de la CIM-10. Je vous les présenter après. La principale chose, c'est que la CIM-10, je trouve qu'elle propose des cases qui sont un peu trop hermétiques.
et qui donne une impression de gradation. D'ailleurs, quand c'était la CIM10 qui avait le plus foi, on présentait souvent une pyramide avec en bas l'usage simple et en haut la dépendance. Mais ça m'embête un petit peu parce que ça donne l'impression que finalement, il y a une progression et puis il faut faire beaucoup effort pour avoir une addiction, ce qui, on le voit de plus en plus, n'est pas forcément le cas et il n'y a pas besoin de beaucoup pour avoir l'addiction. Donc cette gradation et ces cases m'embêtent un petit peu pour ça. L'autre chose, c'est que je suis quelqu'un qui est féru de sémantique et justement, alors c'est pas une critique non plus envers les termes qui ont été donnés aujourd'hui, mais la CIM10 utilise le terme de dépendance et finalement ça peut souvent poser des problèmes. Alors peut-être pas tant pour l'alcool, mais il y a la dépendance physique, il y a la dépendance psychologique, quels sont les vrais tenants et les aboutissants et ce qui est derrière ces termes. Donc, euh, donc voilà. Néanmoins, pour commencer à répondre à la question, il y a une des cases de la CIM10 qui peut être intéressante, c'est la case de l'usage à risque versus l'usage dit simple, qui est en fait un usage à très faible risque. Et là, à risque, ça veut bien dire à risque de complications. Il y a la dépendance et l'apparition de l'addiction dans ces complications, mais pas que. Euh, et donc c'est souvent le quota ou en tout cas le niveau, c'est la seule fois où je parlerai de quantité dans ces définitions. Et c'est voilà, souvent, parfois, un des objectifs qu'on peut se donner, c'est aussi ce qui est présenté dans les spots de santé publique. Et là, à nouveau, il y a deux définitions qui se chevauchent. Je vais prendre, si ça vous va, la plus récente, euh, parce qu'elle est plus récente, parce que je la trouve plus juste, et puis parce qu'elle est, contrairement à l'ancienne, elle a l'avantage de ne pas être sexiste. Donc tant qu'à faire, on va la garder. Et donc si je ne m'abuse, euh, il s'agirait pour avoir un usage donc à très faible risque de ne pas consommer plus de 10 unités d'alcool par semaine, une unité qui peut être aussi appelée un verre standard, donc le verre qu'on aurait dans un bar. On pourrait parler de comment on les compte dans un second temps. Donc pas plus de 10 par semaine, pas plus de 2 par jour et au moins un jour par semaine sans alcool. Donc il a été défini qu'en dessous de ce niveau, normalement, on ne prend que de très faibles risques avec l'alcool. Donc ça, c'est la partie SIM10. Et donc, pour parler du DSM-5 qui me plaît un peu plus, il me plaît un peu plus parce que donc c'est un spectre. C'est pas des jolies cases, il y a une maladie, une pathologie, le trouble de l'usage de l'alcool, euh, et donc qui va être défini par cette fois-ci 11 critères, et à partir de 2, on entre dans ce spectre qui va aller de léger à modéré puis sévère, jusqu'à 11 sur 11 critères que l'on peut cocher. Alors là, la problématique, c'est que finalement, cocher 2 cases est très rapide, peut-être un peu trop à mon sens. En tout cas, pour revenir sur des choses plus concrètes, il y a des points communs entre ces deux catégories. Donc, on peut supposer que si deux groupes d'experts sur le sujet se sont réunis et avaient des points communs dans les cases à cocher pour remplir, enfin, en tout cas dans les critères qui permettent de définir ces maladies, c'est sans doute qu'ils sont importants. Alors, dans le désordre, hein, les 6 qui sont communs aux deux classifications, ça va être le craving, donc ce désir, ce besoin, cette envie irrépressible euh, de faire un comportement, ici boire de l'alcool, la difficulté à maîtriser ou contrôler l'usage, l'apparition du syndrome de sevrage à l'arrêt ou à la réduction, l'apparition d'un phénomène de tolérance pharmacologique qui nécessite d'augmenter les doses pour avoir le même effet, notamment l'abandon progressif des autres formes sources de plaisir, et puis la poursuite de ce comportement malgré des conséquences négatives. Je voudrais apporter deux petits coups de projecteur sur des éléments. Le syndrome de sevrage n'est ni nécessaire ni suffisant à définir une addiction. On peut avoir une addiction sans syndrome de sevrage et vice-versa. Et l'autre chose, peut-être pour apporter euh, ma patte, l'élément que je trouve cardinal dans l'addiction et notamment celle à l'alcool, finalement le critère que je cherche en premier et que je trouve être le plus marquant, c'est cette perte de contrôle, cette perte de maîtrise de l'usage, où, pour vulgariser un petit peu, on pourrait dire que la personne n'a plus le choix de faire ou non, c'est le comportement qui lui dicte le fait de le faire ou non. Voilà, alors j'espère que j'ai été suffisamment clair dans tout ça. C'était euh, mes 2 cents sur les classifications et la définition de l'addiction à l'alcool. Alors, Euh, ouais, alors, enfin, je trouve comment ça?
d'un point de vue addictologique, je trouve ça intéressant parce que finalement, là, on s'est focalisé sur l'alcool. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Mais c'est vrai que ces critères diagnostiques, pour définir la dépendance, on peut changer le mot alcool, le remplacer par tabac, héroïne, etc. Mhm. Complètement. Ils sont d'ailleurs pour le coup, la CIM-10, la dépendance, c'est les mêmes 6 critères à chaque fois, et le DSM, en effet, à 1 ou 2 critères près, c'est les mêmes pour tous les produits ou même toutes les addictions sans substance, en effet. Peut-être aussi, alors du coup, voilà, maintenant parler à nouveau du vocabulaire, enfin tu disais que les petites cases, c'est pas top top, mais c'est vrai que donc, si on devait schématiser, on peut avoir, enfin, l'usage simple, usage à risque, dépendance. Après, c'est plus dans le langage courant, comment est-ce qu'on va désigner ces choses-là. C'est vrai que quand on préparait cette émission, nous deux, Evan, pour interagir sur des questions addicto en général, c'est vrai qu'on est très très, je dirais, insistant sur l'utilisation du terme alcoolodépendance ou trouble de l'usage des substances. Et puis, pour moi, c'est aussi important, dans le cadre de ce podcast, de donner la parole aux concernés. Dans ce cadre-là, je dirais que le livre qui m'a le plus marqué sur l'alcool sur les dernières années, c'est ton livre, Émilie. Et c'est vrai que le titre de ton livre, c'est les dessous, enfin, le titre, c'est Allo Samu, avec sous-titre Les dessous d'une lutte acharnée contre l'alcoolisme. Et du coup, voilà, alors c'est là où on s'aperçoit que voilà, y a un petit peu le langage courant et le langage cryptique des addictos. Du coup, voilà, moi j'aurais bien aimé avoir un petit peu ton recul, Émilie, sur ces termes qu'on a pu utiliser jusque-là. Puis finalement, voilà, comment est-ce que toi tu désignerais ces termes? Est-ce que tu trouves que c'est des termes adéquats ou justement qu'il faudrait encore mélanger? Enfin, qu'est-ce que tu penses du vocabulaire qu'on utilise de notre côté? Alors, alcoolisme, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça assez ancien comme terme. C'est vrai qu'on a une vision, comment dire, mauvaise de l'alcoolisme. La société, enfin l'alcoolisme, pour moi c'était à la base c'était l'homme d'une cinquantaine d'années qui devenait violent quand il buvait. C'est ça que je me faisais de l'idée de l'alcoolisme en fait. Mais c'est vrai que moi quand j'ai réalisé que j'avais un problème avec l'alcool, pour moi ce qui me venait en tête c'était le mot alcoolisme parce que je connaissais que ce terme en fait. C'est vrai que j'ai découvert au fur et à mesure, à force d'interagir avec des addictologues, etc., qu'il y avait d'autres termes qui existaient. Mais pour moi, dans ma tête, la dépendance à l'alcool, ça s'appelait alcoolisme. Et c'est pour ça que j'ai pas eu, ça m'a gêné un peu de l'utiliser dans mon livre comme tel, mais je connaissais rien d'autre en fait. Pour moi, le terme qui désignait la dépendance à l'alcool, c'était ça. Et du coup, maintenant, voilà que tu as un peu de recul là-dessus, finalement, c'est quoi les termes qui te parlent le plus pour parler de ces phénomènes? J'aime bien alcoolodépendance parce que, enfin, ouais, c'est celui-là que, mais d'ailleurs dans mon livre, j'ai essayé d'employer à plusieurs moments l'alcoolodépendance, mais moi c'est celui-là qui me parle. Enfin, moi je me suis considérée comme alcoolique, hein. J'ai pas, pour moi dans ma tête j'étais alcoolique. Et puis après, il y a aussi effectivement l'usage du terme, je dirais maintenant, pour désigner une personne qui a une dépendance à l'alcool. Est-ce que tu parlerais de personnes dépendantes, alcoolodépendantes? Pour parler de l'individu, en tout cas en particulier, c'est quoi le terme qui te semble aujourd'hui le plus adapté? Oui, une personne alcoolodépendante, je dirais. D'accord. Moi, j'ai eu ce débat-là récemment avec un usager de l'héroïne qui s'est plaint de devoir cohabiter en salle d'attente avec une personne qui était alcoolodépendante. Et puis c'est vrai que j'ai parlé, mais oui, mais en fait ici on accueille des gens à tout moment de la maladie dépendance. Et lui s'est défendu justement de l'usage du terme dépendance en disant non mais dépendance c'est de la drogue, quand on prend de l'alcool c'est de l'alcoolisme. Enfin, c'est là aussi où on s'aperçoit que on met les pieds dans différents stigmas et puis qu'après chacun s'est attribué un petit peu son créneau et puis je pense qu'il y a tout un travail de réappropriation des termes et puis de trouver des nouveaux langages qui est particulier quoi. Donc alors voilà, on partirait plutôt pour parler d'alcoolodépendance. Mais alors, du coup, maintenant qu'on parle de ton livre, alors je sais pas si on a le droit de spoiler des éléments de ton livre. Bien sûr qu'on encourage les auditeurs et auditrices à aller acheter ton livre sur Amazon où tu es auto-édité. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle au début, peut-être quand on parlait du terme, je me disais que finalement le livre, il commence aussi par ce moment où tu vois ton père écrire. Si je me rappelle bien, c'est ça, c'est je suis alcoolique. Exactement. Et je me demandais justement, voilà, si le terme tu te l'es pas aussi attribué parce que finalement c'est avec cette image que tu as grandi. Peut-être, je sais pas, mais comme je te disais, moi dans ma tête, c'était alcoolisme, hein, mais
pour moi, je connaissais rien d'autre. Donc, peut-être que oui, avec ce terme m'a marqué en tout cas. Hein. Des années après, je m'en souviens. Donc, c'est vrai que ce terme m'a marqué et ce terme m'a fait très peur au début. Pour moi, alcoolisme, ça faisait peur. Alors justement, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre et puis comment ça s'est passé finalement, le cheminement qui t'a amené à l'écriture de ce bouquin? Alors, moi, j'ai commencé à écrire ce livre en sortant de cure en 2018. Un mois après la fin de ma cure, je me suis dit, ça y est, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'ai un projet, un but. Et j'avais envie d'écrire parce que ça faisait quoi? Ça faisait à l'époque 3 ans que j'avais commencé à consommer de l'alcool. Et 3 ans, ça peut paraître, ça paraît très long quand on est addict, mais au final, c'est très court. Hein. Avec du recul, je me dis, 3 ans, il s'en est passé énormément de choses en 3 ans. Et j'ai eu envie d'écrire justement bah, pour trouver un sens à tout ça, en fait. Déjà, ça a été pour moi. C'était pas forcément, j'ai pas commencé à écrire pour témoigner pour les autres. Ça a été pour moi. Ça a été une forme de thérapie d'écrire et après voilà. Donc j'avais écrit un premier jet de mon livre que j'avais publié quand même. J'ai rechuté un peu après. Donc j'ai laissé ce livre de côté et puis c'était en avril 2020 l'année dernière. Je me suis dit tiens, j'ai envie d'écrire la fin parce que dans ma tête, je me suis dit ça y est, je sens que j'ai passé un cap, je sens que tout ça c'est un peu derrière moi. Et je me suis dit, voilà, il faut que j'écrive la fin. Et c'est là que je pense, vraiment commencer à écrire, mais pour les autres, en fait, pour témoigner et pour apporter aussi de l'espoir. Alors, Voilà. effectivement, enfin, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, donc on le rappelait, tu as 1 an et demi d'abstinence. Alors, ce que je trouvais intéressant aussi Ouais. dans ce que tu racontais là, c'est il y a eu un moment de déclic, un moment où tu as compris que ça appartenait au passé. Enfin, tu arrives à identifier ce moment. Puis, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? À ce moment-là, j'avais à peu près 6 mois d'abstinence et en fait, je ne saurais pas expliquer exactement ce qui s'est passé, mais je sentais en fait que j'avais plus ce réflexe de penser à l'alcool dès que j'étais stressée. À l'époque, j'avais commencé du bénévolat, c'était pendant le confinement, donc c'était via téléphone. Je recrutais des personnes pour participer, enfin, qui allaient justement travailler pour une association. Et là, je sentais que j'avais dépassé en fait un peu toutes les peurs que j'avais parce que moi, j'avais de l'anxiété sociale assez forte. Hein. C'est pour ça que je me suis tournée vers l'alcool au départ. Et je sentais que j'arrivais en fait à vaincre cette anxiété sociale sans me tourner vers l'alcool. Et j'arrivais à avoir des buts, à avoir des projets de vie. Et donc, c'est là que je me suis dit, c'est très peu probable que je rechute là maintenant. Et je sentais voilà, qu'il y avait vraiment un cap qui était passé. Quoi. C'est chouette en tout cas. Euh, Ouais. et puis, alors, du coup, donc, à ce moment-là, c'est la période aussi où tu as écrit le livre. Est-ce que tu as eu des... Enfin voilà, on entend, il y avait besoin de témoigner, puis après, enfin au début c'était cathartique, ou en tout cas, enfin je sais pas le terme utilisé, en tout cas thérapeutique tu disais, et puis après qu'il y a eu ce moment où c'était aussi pour les autres. Enfin, c'est quoi à nouveau sans spoiler le livre, mais c'est quoi le message que tu as envie de faire passer en l'écrivant? Bah, que c'était possible de s'en sortir en fait. Moi, ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre, c'est que oui, on peut s'en sortir. Et j'ai bien expliqué dans mon livre que par contre, la prise en charge pluridisciplinaire, elle est très importante. Moi, c'est ça qui m'a permis de m'en sortir. Qu'il faut pas avoir honte de demander de l'aide, en fait. Qu'il faut accepter l'aide qu'on nous propose et que voilà, qu'il n'y a pas une seule façon justement de s'en sortir entre guillemets. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé plusieurs choses en fait. Et c'est ça que j'ai essayé voilà, de montrer dans mon livre, qu'il faut s'accrocher, quoi. Ouais, alors, et puis, enfin, donc il y a donc un message d'espoir aussi. Oui, un message d'espoir. Moi, Alors, c'est Mon- c'est ça que je ouais. trouvais intéressant. En tout cas, c'est vrai que moi, souvent, quand les gens arrivent et me posent la question, c'est est-ce que ça sert à quelque chose? De toute façon, j'y crois plus. Ma réponse, elle est toute faite. C'est vous pensez vraiment que des assurances, parce que je travaille dans un pays où les soins sont financés par des Mm. assurances privées, je dis mais vous croyez vraiment que des assurances privées qui sont dans un objectif de profit
payerais quelque chose qui ne sert à rien. Donc c'est finalement une réponse assez comptable. Mais c'est vrai que du coup, je m'aperçois à quel point le désespoir, il existe quand on est en période de consommation. C'est vrai que finalement, avec le recul, à partir de quel moment dans la maladie on a l'impression qu'on va pas pouvoir s'en sortir et justement, qu'est-ce qui donne de l'espoir dans ces moments-là, maintenant que tu as ce recul? Qu'est-ce qui donne de l'espoir? Ouais. Qu'est-ce qui donne moi, qu'est-ce qui donne? Bonne question. Bah, oui, en écoutant des témoignages, je me suis rendu compte que oui, c'était possible, mais c'est tout l'entourage, en fait, qui m'a permis d'avancer. Maintenant, je suis capable, en fait, de faire des choses dont je me sentais incapable avant sans alcool, en fait. Et c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer, c'est de me rendre compte que j'arrive à vivre sans alcool. C'est les expériences positives répétées qui m'ont donné de l'espoir et qui m'ont dit c'est possible et t'as pas besoin d'alcool pour tout ça. Et après, quand j'étais dans la maladie bien au fond, moi non plus j'avais plus d'espoir, hein. Moi je pensais que c'était pas possible, que j'y arriverais pas en fait. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai subi, en fait, je subissais tous les jours, je subissais la vie, j'avais plus d'espoir à ce moment-là. Le fait d'être suivi au XAPA, c'est peut-être ça qui m'a permis justement de continuer, mais il y a aussi un moment où moi j'en avais plus de l'espoir, hein. Et, ouais, je sais pas. Tu saurais dire qu'est-ce qui t'a... Enfin, alors, peut-être aussi c'est ça, qu'il n'y a pas eu forcément un déclic à un moment, puis comme tu dis, c'est un Non. spectre, c'est une continuité. Ou par contre, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis, tiens, ça c'est ce moment, où c'est ce genre de choses qui m'a permis de m'accrocher, en tout cas, à un moment. Qu'est-ce qui t'a raccroché malgré le manque d'espoir, aux soins, à la vie avec tes proches C'est le XAPA. C'est le XAPA, c'est mon infirmière c'est le lien que j'ai tissé avec elle, notamment. Je savais qu'elle était là tout le temps, par téléphone ou en présentiel, hein. Je pouvais y aller quand je voulais. Quand je ne venais pas, c'est eux qui venaient me chercher, c'est eux qui m'appelaient. Et puis, voilà, elle m'a toujours encouragée. Pareil, mon psychiatre m'a toujours encouragée. C'est vraiment le lien que j'ai tissé avec ces professionnels de santé qui m'a permis d'y croire. Et ils ont toujours trouvé des traitements thérapeutiques adaptés, que ce soit les cures, que ce soit la TCC, etc. Donc, en fait, ils avaient toujours une ressource. Donc, ils me laissaient penser que oui, on allait essayer ça, que ça allait peut-être fonctionner, etc. Donc, c'est vraiment ce lien-là qui m'a maintenu en vie, entre guillemets. C'est ça, c'est le fait qu'on se donne la chance d'essayer autre Ouais, chose, quoi, de faire preuve d'un c'est petit peu ça. de créativité. Oui, exactement. Alors, à nouveau, sans spoiler ton livre, est-ce que tu serais d'accord de partager avec nous, en tout cas, un peu dans les grandes lignes, ton parcours? Enfin, à partir de quand tu considères qu'il y a une perte de contrôle? À partir de quand tu considères que ça devient un problème? Et puis, enfin voilà, est-ce que tu arrives à nous raconter un peu dans les grandes lignes cette période-là? Oui, alors déjà, ça a commencé quand j'ai aménagé sur Paris. J'avais un appartement toute seule, en colocation. Mais j'étais plus chez ma mère, quoi. Donc, j'ai commencé à boire, je pense. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais j'ai commencé à acheter de l'alcool, du vin. Et je buvais seule chez moi. Déjà, ça a été un verre le soir, de temps en temps. Puis rapidement, voilà, ça a été plus régulier, sans trop savoir pourquoi, en fait. Enfin, si, j'avais un mal-être général, je pense. Donc, j'essayais de combler quelque chose. Mais voilà, donc déjà, c'était pas forcément très régulier. Petit à petit, c'est devenu régulier. Et puis les consommations, mine de rien, la quantité a augmenté. Mais très vite, je me suis rendu compte que j'avais un problème en fait avec l'alcool, que c'était pas normal. Et pourtant, j'étais incapable d'arrêter ou de modérer mes consommations. Après, ça, c'était en 2015. Je pense que c'est devenu vraiment très très problématique je dirais en début d'année 2017. Là, je buvais vraiment tous les jours, des quantités quand même très importantes. J'ai arrêté ma première formation à ce moment-là. Je pensais que le fait d'arrêter cette formation allait pouvoir m'aider à aller mieux, parce que c'était quand même aussi un peu pour ça que j'avais commencé à boire. Je manquais énormément de confiance en moi.
Donc j'ai arrêté cette formation et finalement ça a été pire parce que j'étais chez moi toute la journée et je faisais que boire toute la journée. Et c'est là que ça a commencé à vraiment dégringoler. C'est-à-dire j'avais plus du tout de cadre, plus de rythme de vie. Je me laissais complètement aller. Je faisais absolument rien d'autre à part boire toute la journée. Et puis on est arrivé en novembre 2017. Là, je me suis dit, ça va pas, parce que je commençais vraiment à avoir des idées noires, des idées suicidaires. Je me suis dit, il faut que je demande de l'aide. Donc, je suis allée voir un premier psychiatre en libéral. Ça s'est pas forcément très bien passé. Non, Donc, pas du tout. Non, j'ai été encore plus. Je me suis sentie pas écoutée du tout, en fait, parce que il m'a dit que voilà, il m'avait dit qu'un verre de rosé de temps en temps, c'était bien, c'était bon. Donc, moi, je me suis dit, mais voilà, on me prend pas au sérieux, c'est que finalement, je dois pas avoir de problème. Enfin, et finalement, j'aurais pu me dire, bon, bah, c'est pas grave, je retente pas l'expérience. Et ben finalement, si, je suis allée voir mon médecin généraliste et j'ai commencé à lui en parler. Et c'est là qu'il m'a parlé des centres d'Exapa, en fait, rattachés aux hôpitaux. Et du coup, j'ai gardé cette idée dans un coin de ma tête. Et puis, c'était, je crois, en février 2018, je devais aller en stage. Et finalement, je me suis dit, j'y vais pas. Parce que je tenais plus, que ce soit psychologiquement ou même physiquement. Parce que moi, je buvais, mais je m'alimentais presque plus à côté. Donc, j'étais dans un état. J'arrivais plus à suivre, en fait. Ni ma tête, ni mon corps ne suivaient. Donc, je me suis dit, ce jour-là, je vais pas en stage. Et j'ai appelé le premier XAPA que j'ai trouvé sur Internet et j'y suis allée. Et c'est là que ça a commencé, qu'a commencé mon processus de soins. Et puis voilà, après, il y a eu des cures, j'ai fait 3 cures, j'ai commencé des thérapies, j'ai participé à des groupes de parole, j'ai fait des groupes d'affirmation de soi, des groupes de relaxation. Voilà. Et donc, ça, c'était en 2018. Et de 2018 à 2020, je pense que j'ai été au XAPA toutes les semaines. Toutes les semaines, même parfois plusieurs fois par semaine. Et voilà, ça a été un grand arsenal qui a été déployé. Et mine de rien, bah voilà, hein, ça m'a aidé. Ouais, alors c'est vrai, quand on préparait cette émission, quand je t'ai demandé un peu quels étaient les messages importants que tu voulais faire passer pendant l'épisode, et la première réponse que tu as eue, c'est un des premiers que tu utilises, c'est pluridisciplinaire. Qu'est-ce Ouais. que tu entends, toi, par une prise en charge pluridisciplinaire? C'est quoi les éléments Bah, importants de la recette? il y a eu mon médecin généraliste qui m'a aiguillée sur les XAPA. Il y a eu mon psychiatre addictologue qui lui a, voilà, qui a orienté ma prise en charge, qui m'a orienté vers les cures, qui m'a mis en place des traitements. Après, il y a eu mes infirmières avec elles j'ai une relation un peu différente. Elles ne sont pas là pour prescrire les médicaments, etc. C'est plus me confier énormément à elles. Après, il y a eu ma psychologue aussi. Et puis, il y a eu des activités, des groupes thérapeutiques, notamment aussi en hospitalisation, tout ce qui est ergothérapie, musicothérapie, etc. C'est tout ça, en fait. C'est différents acteurs qui n'ont pas forcément le même métier et qui n'interviennent pas forcément pour les mêmes choses. D'accord. Non, mais en tout cas, enfin voilà, je trouve ça intéressant de voir effectivement que chez chacun de ces intervenants, tu es allé piocher à Oui, un moment donné ce dont tu avais besoin. Puis ça, c'est possible aussi, c'est ça, exactement. parce qu'il y a tout un réseau qui est construit. Donc moi, je trouve ça Oui, chouette, effectivement, de voir que bah, ce travail d'équipe, en tout cas, c'est très agréable de le vivre. Et puis, bah, j'entends que de l'autre côté aussi, de l'autre côté oui, du bureau, c'est bien vécu et puis ça peut même être très utile, quoi. exactement. Ouais, ouais. Peut-être un point particulier, alors on avait dit qu'on en parlerait pendant l'émission aussi, c'est vrai, Evan, je te laisse me corriger si je me trompe, mais c'est vrai qu'on déconseille en tout cas toujours fortement d'arrêter l'alcool d'un coup comme ça dans la nature, surtout si on considère qu'on a un problème d'alcool. Je sais, enfin voilà, D'accord. alors après c'est ça, on parle pas forcément d'hospitalisation, hein, les sevrages ça peut se passer Mm. en Ah non. ambulatoire, mais peut-être, Evan, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi on déconseille fortement aux gens d'arrêter l'alcool d'un coup comme ça tout seul à la maison? Hem, oui, tout à fait. Alors, bah, il y a plusieurs choses peut-être, pour, alors c'est dans le désordre, hein, mais c'est vrai déjà que ça peut être un moment qui peut être très, très mal vécu. On sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne présenteront pas de syndrome de sevrage, mais il y en a une majorité qui en présenteront un, ce et syndrome de sevrage, sans parler
des autres problématiques dont je parle dans quelques instants peut aller du du désagréable au franchement difficile à vivre, avec tout le cortège de symptômes qui l'amène, au premier rang desquels dans, dans, dans la culture collective, on pense au tremblement, mais pas que. Et puis avec du coup ces cravings qui peuvent être très importants. Et un des premiers risques, c'est que un peu comme pour rejoindre ce qu'on disait, même si c'est moins marqué avec l'alcool, mais il pourrait peut-être y avoir un petit parallèle avec ce qu'on disait quand on parlait d'héroïne, où finalement le craving peut être tel qu'on va reconsommer de façon importante et prendre le risque de consommer trop d'alcool. Et on peut faire des sortes d'overdose à l'alcool également. Ça, c'est la première chose. Et puis, c'est vrai que nous, les deux risques auxquels on pense, je pense du côté médical, je pense que ça, que tu avais en tête, Yoshi, c'est le risque de crise d'épilepsie qui peut survenir pendant le sevrage et, et qui peut être du coup grave, et le risque de ce que le jargon médical appelle délirium tremens, donc un moment où on va perdre nos repères, être incohérent, être complètement perdu, et puis avoir des hallucinations, surtout visuelles, parfois auditives, qui vont être très très angoissantes, très très effrayantes et difficiles à discerner de la réalité, qui en soi peut causer des réactions inattendues et potentiellement dangereuses, mais qui note aussi la souffrance l'état de souffrance dans laquelle est le cerveau, et qui peut en soi être également, et qui en soi est délétère. Et c'est vrai que pour toutes ces raisons, je déconseille fortement en général d'arrêter l'alcool seul. Je propose qu'on le fasse ensemble. En effet, l'hospitalisation n'est pas obligatoire dans beaucoup de cas, mais c'est important d'avoir quelques médicaments, essentiellement médicaments, pour pouvoir couvrir ces risques. C'est à ça que tu pensais en particulier, Oui, je oui, oui, suppose. tout à fait, tout à Ouais. fait. Et du coup, bah voilà, moi c'est vrai que je me disais que toi comme moi, on a une vision assez... euh, euh, on a l'habitude en tant que spécialiste d'être appelé pour les cas dits compliqués. Après, c'est vrai que à nouveau en addictologie, le réseau de médecine générale gère la majorité des patients dans des situations de dépendance. Moi, je me demandais pour toi, Émilie, justement, est-ce que tu as eu l'occasion de faire et des sevrages ambulatoires et hospitaliers? Tu as pu faire les deux? J'ai fait. On avait tenté un sevrage en ambulatoire, mais en fait, ça n'a jamais vraiment fonctionné parce que je rentrais chez moi, je buvais en fait. Voilà, il n'y avait pas. Non, ce qui a vraiment fonctionné sur moi, enfin, ce que je sentais qui a mieux fonctionné, c'est en hospitalier parce que j'étais coupée vraiment de tout, de toute tentation en fait. L'ambulatoire, ça marchait peut-être un peu les premiers jours, mais hop, dès que je pouvais, moi, je rebuvais en fait. Ça n'a jamais été vraiment un vrai sevrage que j'ai pu faire en ambulatoire. D'accord, et du coup, quand tu étais hospitalisé, il y avait une vraie mise à distance du produit. Enfin justement, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces hospitalisations? Puis toi, comment tu as vécu ces moments-là? Moi, j'ai bien vécu bon, sauf la première, parce que c'était la première, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est vrai que quand on connaît pas du tout la psychiatrie, les hospitalisations en psychiatrie, c'est vrai que ça peut faire, ça fait un peu peur quand même. Moi, je suis arrivée, j'étais un peu perdue. C'était dans une unité qui mélangeait un peu tout type d'addiction, mais c'était surtout, voilà, les addictions alimentaires et l'alcool. Et j'ai paniqué les premiers jours parce que ça fait peur d'être enfermé, surtout que c'était une hospitalisation dans laquelle on n'avait pas le droit de sortir les 10 premiers jours. On n'avait que 3 pauses cigarettes par jour et le reste du temps, bah, on était enfermés, quoi. Mais c'est vrai que ça a fait du bien. Enfin, avec le recul, hein, je me suis rendu compte que ça fait du bien quand même. Et c'est ce cadre que j'avais besoin, je pense, de se retrouver finalement, voilà, enfermé, mais avec d'autres aussi, parce qu'on était toujours en contact avec les autres patients quand même. Ça m'a permis de discuter, d'échanger et de me reposer surtout, en fait, c'est ça. Qu'est-ce qui fait peur justement quand on découvre l'hôpital? Tu dis que finalement il y avait toute une anticipation assez angoissante. Qu'est-ce qui fait peur avant d'arriver à l'hôpital? Qu'est-ce qu'on a en tête finalement comme image? Bon, on a en tête tous les clichés qu'on peut avoir sur la psychiatrie, en fait, hein, qu'on va être enfermé avec des personnes qui ont des pathologies beaucoup plus lourdes que nous, les cris, la violence, alors qu'au final, bah, moi, ça s'est pas du tout passé comme ça, hein. Je me suis rendu compte que, au contraire, j'ai trouvé ça même très apaisant, la psychiatrie, tu vois. Bon, après, voilà, j'étais
les cures, en tout cas, j'étais dans des structures adaptées au sevrage, donc c'était pas la psychiatrie générale. Par contre, j'ai été aussi hospitalisée en psychiatrie générale, plus pour le côté dépression, et c'est vrai que là, je me sentais pas forcément à ma place. C'est des endroits où c'est quand même très dur quand on est très jeune, quand on est une jeune femme. Ouais, je me sentais pas forcément à ma place, même si voilà, ça m'a beaucoup aidée, c'est compliqué quand même. D'accord. Si on revient un petit peu, alors tu disais en tout cas que les hospitalisations, ça a bien marché sur toi, pourtant, tu parles de rechute notamment. Comment ça s'articule pour toi, de ton point de vue, hospitalisation, rechute? Est-ce que c'est positif quand même, ces périodes de pause, ou est-ce que quand on rentre à l'hôpital, ça devrait être la dernière fois qu'on y va? Enfin, comment tu vois ça avec le recul? Maintenant, tu as fait 3 hospitalisations, hein, c'est ça? Oui, j'ai fait 3 cures. La première, ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai rechuté directement après. Je pense que je suis pas restée assez longtemps parce que mine de rien, j'étais dans un état assez particulier parce qu'il n'y avait pas que l'alcool. Au final, j'étais en dépression. Donc, je pense que 3 semaines d'hospitalisation, ça n'a pas forcément été assez. Par contre, après, à la deuxième, j'ai quand même tenu peut-être, je dirais, 2 mois d'abstinence. Et puis, à la troisième, un peu plus encore. Donc, finalement, si, ça, moi, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps, hein, parce que mine de rien, si j'ai réussi à rester abstinente quand même pendant un temps après la fin de la cure, c'est que ça a quand même été bénéfique. Et puis, ça m'a permis, voilà, comme je disais, de me reposer et de reprendre contact aussi avec les membres de mon entourage. En fait, voilà, je suis hospitalisée, donc ils prennent des nouvelles, donc j'explique pourquoi je suis là, etc. Donc, moi, je n'ai pas trouvé que c'était inutile, même si j'ai toujours fini par rechuter après, j'y ai trouvé quand même beaucoup de positifs. C'est ça, enfin, on voit que c'est un parcours, il y a un continuum, quoi. Enfin, Oui, c'est ça, oui, c'est oui, pas, c'est c'est pas ça. tout blanc, tout noir, quoi. Oui, Euh, exactement. alors, c'est vrai que tu parlais un petit peu, puis pour moi c'est aussi important parce que je sais qu'il y a des professionnels qui nous écoutent. Euh, et puis, juste, on va dire de manière égoïste pour Evan et moi, en tout cas aujourd'hui, c'est quoi, tu dirais, les choses, en tout cas, qui ont pu te manquer, et puis les choses enfin, qui étaient vraiment utiles. Alors, ce qui était vraiment utile, on en a déjà parlé, mais typiquement, je réagissais tout à l'heure, tu parlais de ce premier contact avec un psychiatre. C'est vrai que dans ton livre, c'est un moment qui est assez amer, je dirais. Qu'est-ce qui manque, et c'est quoi les erreurs que font les professionnels, en tout cas de ton point de vue, puis de ce que tu as pu discuter avec d'autres personnes autour de toi? C'est-à-dire, Ah, c'est... par exemple, euh, typiquement, le premier contact avec le psychiatre ouais. qui banalise complètement. Bon, ça, j'entends que banaliser finalement quelque chose qui allait être source de grande souffrance. Ok, carton rouge. Est-ce qu'il y a Mhm. d'autres cartons rouges ou cartons jaunes qu'il faudrait qu'on évite? J'ai eu, enfin quand je passais aux urgences, le que ça passe, allez, je trouve que la prise en charge a été très bien, ils comprennent très bien. Par contre, dans les autres structures, par exemple comme les urgences générales, moi je me suis retrouvée face à des personnes, des soignants qui, qui, qui prenaient pas du tout en compte l'addiction en fait. C'était bah si, enfin, si tu veux pas te retrouver à chaque fois aux urgences, faut que tu arrêtes de boire en fait. Il me disait ça comme si c'était si facile et enfin, moi j'ai eu des passages aux urgences qui étaient vachement répétés, 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 et j'ai trouvé que à part me faire sentir mal à chaque fois que j'y allais parce que j'avais l'impression de les déranger, enfin ça m'a pas, ils m'ont rien apporté, voilà, vraiment d'autre. À chaque fois ils appelaient mon psychiatre quand même, mais je veux dire il y avait pas de, ils faisaient pas l'effort de comprendre le lien entre passage aux urgences et l'alcool. Enfin, je sais pas, ça manquait peut-être un peu d'empathie et peut-être de connaissances au final. Il y a beaucoup de soignants dans les autres structures qui ne sont pas du tout formés à la psychiatrie et surtout aux addictions, aux problèmes d'addiction, je trouve. Hmm. Mais sinon, pour les autres structures, moi, j'ai trouvé ça bien. Après, c'est vrai que des fois, ils ont peut-être du mal à comprendre quand rechute, il y a certains soignants, peut-être dans la façon dont ils parlent, on a l'impression je sais pas. Moi, je me suis sentie honteuse quand même d'avouer que je rechutais parce que j'avais toujours peur du regard du soignant, en fait, qui comprennent pas pourquoi.
Alors ça c'est vrai que du coup, alors peut-être encourager nos collègues à... Enfin moi je dirais qu'à partir du moment où on envisage d'arrêter, c'est qu'on envisage aussi de rechuter, puis je pense peut-être mettre Exactement. sur un pied d'égalité l'arrêt et la rechute, peut-être ça permet justement de ne pas se sentir honteux les fois suivantes, justement si on vient pour annoncer qu'on a rechuté alors. Oui, exactement. Bah oui, ça fait partie bien souvent du processus. Donc, je pense qu'on ne devrait pas ouais, avoir honte. Bon, après, je trouve quand même que, franchement, honnêtement, je trouve quand même que les soignants à qui j'ai eu affaire, en tout cas au XAPA, ils ont été géniaux, ils comprennent et j'ai jamais eu enfin, ce sentiment non plus d'être jugé. Hein. Mhm. Alors tant mieux, tant mieux. Mais en tout cas, enfin, voilà, peut-être effectivement, j'entends ce que tu disais, hein, peut-être en tout cas avoir un regard, avoir, je dirais, quelques éléments de base en addictologie pour un peu tout le monde. Ouais, Ah, ça, effectivement, enfin, peut-être. ça, c'est, je pense, des choses pour lesquelles on milite tous les deux avec Evan. Ouais. Après, voilà, c'est ça. Voilà. Après, j'entends, voilà, c'est peut-être aussi bah, d'envisager tout un panel de scénarios possibles dès la première consultation. Comme ça, on voit que y a pas de honte à avoir si on s'engage dans une voie ou dans l'autre, finalement. Exactement. Après, une autre chose que tu évoquais, bah, en début d'émission, tu disais que la vision populaire qu'on a de Oui. l'alcoolodépendance, c'est Ouais. la personne, enfin homme, 50 ans, qui a une dépendance, et puis même avec éventuellement la vision de la violence qui est attachée. Puis ça, c'est il n'y a pas plus tard qu'il y a un an, effectivement, au moment du début du confinement, tous ces préfets en France qui ont pris la décision Mm. pour prévenir les violences domestiques d'arrêter la vente de l'alcool, puis ce qui a Mhm. énormément inquiété tous les addictologues qui justement ont eu peur que des gens se retrouvent à la Mm. maison en plein sevrage. Mhm. Mais après voilà, du coup, qu'est-ce que c'est quand on est soi-même dépendante et puis à l'inverse complète, hein, tu dis tu es une femme jeune, tu es complètement à l'inverse du canon que tu décris un petit peu plus tôt dans l'épisode. C'est quoi les biais justement, enfin, alors je sais pas, effectivement, c'est quoi ton ressenti en tant que femme jeune avec un antécédent de dépendance à l'alcool? Bah, c'est très dur. Si, au départ, ça a été très dur parce que, comme je disais, je me disais, c'est pas possible, je peux pas être. Ah, je vais utiliser le mot alcoolique parce que j'ai toujours utilisé ce mot-là et dans ma tête, c'est à ça que je pensais. Je peux pas être voilà, dépendante à l'alcool, c'est pas possible, ça n'existe pas. Au départ, c'était ça. Et puis après, enfin, en tout cas, mes proches, tous mes proches, quand je leur ai appris, hein, quand j'en ai parlé avec eux, ils ont été très surpris. Et je pense que dans la tête des gens encore, ils se disent, mais c'est pas possible, on peut pas être addict aussi jeune en fait. Et c'est surtout, voilà, une jeune fille comme moi, parce qu'en plus en apparence, je suis encore très enfantine, enfin enfantine, ado on va dire. Et c'est vrai qu'ils se disaient, mais c'est pas possible, elle peut pas avoir une addiction à l'alcool. Et si, et c'est très dur enfin, c'est très dur à vivre. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal au début à consulter et que j'ai pris autant de temps. Parce que je savais pas comment en parler, vers qui me tourner. Je savais pas si on allait justement me prendre au sérieux. Donc ça a peut-être retardé un petit peu, voilà, ma prise en charge. C'est très dur de se dire comment on va amener la chose, voilà, devant le médecin. On va lui dire, bon, bah voilà, j'ai 20, à l'époque, j'avais quoi? J'avais 22, j'ai 22 ans et je suis addict à l'alcool. Et j'avais peur qu'on me réponde, bah oui, mais bon, tous les jeunes boivent, enfin, tous les jeunes boivent, font la fête, etc. En quoi ça serait une addiction, tu vois? J'avais peur de ça et c'est vrai que je, c'est ce qui m'a, en fait, au départ, freiné à consulter. Et c'est très dur de se dire aussi, enfin, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je cachais absolument tout. Par exemple, même quand je sortais avec des amis, donc je buvais avant et je faisais en sorte voilà, que personne se rende compte que j'avais bu avant, en fait. Et c'est ça qui est très dur, j'étais tout le temps en train de toujours tout cacher, de mentir, même quand on me disait tu sens l'alcool, bah, je trouvais toujours bah, un mensonge. Je disais bon, c'était peut-être mon parfum qui sent ça. Enfin voilà, et c'était toujours voilà, caché, 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 trouver des subterfuges. Enfin, très compliqué. Donc ce que j'entends, c'est peut-être en tout cas avoir un discours de santé publique tourné vers les jeunes quand même, parce que finalement Oui, quand on ouais, dit ouais. l'abus d'alcool est déconseillé, etc., à consommer avec modération, bah, c'est peut-être aussi en parler chez les jeunes. Et puis Mm, après, peut-être j'entends alors aussi alors avoir des espaces uniquement pour bah, dédiés aux personnes qui ne sont pas des hommes alcoolodépendants en fait, la exactement, ouais. sphère Ouais, ouais. LGBT, non binaire, puis pour les femmes quoi. Mm, Et ça, tu as trouvé, parce que, alors, oui. on l'a vu, d'accord, ok. C'est quel genre d'entité que tu as trouvé vers qui t'adresser pour ces questions de femmes et dépendance?
Bah, moi, j'ai participé, je faisais partie d'un groupe de femmes, un groupe de parole femmes et alcool, en fait. Il y avait, voilà, que des femmes. Et c'était un espace de parole, voilà, totalement libre. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je me suis sentie, parce que j'avais fait d'autres types de réunions qui regroupent, voilà, des personnes dépendantes à l'alcool. Et c'est vrai que là, je m'étais sentie très, très, beaucoup plus à l'aise, en fait. On se comprend parce qu'au final, il y a énormément de points communs entre, enfin, il y avait énormément de points communs entre moi et les autres femmes. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui doivent rester secrètes à ces groupes ou est-ce qu'il y a des choses que tu peux partager avec nous, puis dans les choses que tu as trouvées effectivement intéressantes qui t'ont apporté des choses? Alors, je réfléchis. Bah, au final, enfin, moi, j'ai trouvé, en tout cas, toutes les femmes, enfin, toutes les femmes, beaucoup de femmes, en tout cas, du groupe, se cachaient pour boire, en fait. Et ça m'a rassurée, enfin, avait cette honte en elles et se cacher pour boire. Et bon, après, moi, je restais quand même la plus jeune, donc j'ai pas le même parcours de vie parce que j'ai pas encore d'enfants, etc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui évoquaient que c'était compliqué, justement, bah, de concilier cette vie de maman avec cette addiction, en fait. Donc, bon, moi, j'étais pas concernée par ça, mais c'est vrai que au final, voilà, il y a beaucoup de femmes qui sont addictes à l'alcool, mais qui sont aussi mamans. Et je pense que c'est important justement d'échanger là-dessus. Voilà. En fait, ce que j'entends, c'est ça, c'est un groupe pour parler de la charge mentale qui est multipliée par 10 quand il y a une alcoolodépendance qui Voilà, va mais avec. oui. Ouais, ouais. En fait, ce groupe de parole, il y avait un thème enfin, à chaque groupe. En fait, enfin, chaque jour, on avait un thème particulier, on échangeait dessus. Ça pouvait aborder tout, hein, ça pouvait aborder, voilà, notre, comment dire, aussi bien, par exemple, la sexualité avec l'alcool ou notre, comment dire, ah, je perds mes mots, notre, enfin voilà, tout plein de thèmes, différents thèmes. Et c'était ça qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a un thème, du coup, on a évoqué énormément de choses. Donc voilà, j'entends en tout cas qu'avoir des espaces dédiés et Mm, spécialisés, en tout cas, ça permet en tout cas, de se sentir accueilli et puis de se sentir un peu moins seul. exactement. Euh, Peut-être alors aussi quelque chose que je trouvais intéressant, c'est vrai que tout à l'heure, donc avec Evan, on reprenait les critères de la dépendance. Une dernière partie aussi que je trouvais intéressante dans ton témoignage, c'était aussi, puis qu'on parle pas forcément, en tout cas comme critère, c'est le côté très Mm, ritualisé de la mm, dépendance. Voilà, moi je notais en tout cas, enfin c'est vrai que on parle pas finalement de ce que tu consommais, mais plutôt du rythme de vie que tu avais aussi, hein. Je sais pas si, mm. enfin, est-ce que ça c'est quelque chose, alors effectivement c'est rituel, est-ce que c'est quelque chose qui manque, qui est problématique, enfin, comment est-ce on les intègre dans la prise en charge? Est-ce que c'est quelque chose qui est utile de s'attarder dessus? C'est-à-dire. Je sais pas si c'est, enfin effectivement, par exemple, une des choses qui te permet, une des premières tentatives de contrôle dont tu parles dans le livre, c'est finalement, il y a cette personne chez qui tu allais tous les soirs acheter ton unité Ouais, d'alcool, et puis finalement, tu dis la première tentative de cadre, c'est vous ne me vendez plus d'alcool de telle heure à telle ouais. heure. Moi, je me demandais si justement lutter contre le rituel, c'est utile, ou est-ce que le rituel est censé disparaître quand on le prend bien en charge la dépendance. Enfin, quel regard tu as dessus avec le recul? Si, le rituel, enfin, même moi maintenant encore, pourtant comment dire, j'ai un an et demi d'abstinence et pourtant, tous les soirs, aux heures à laquelle je buvais avant, je ressens encore un petit manque. C'est léger, hein, mais c'est pas forcément un manque d'alcool, mais voilà, j'ai encore une petite montée d'angoisse en fait. Donc finalement, oui, c'est ce qui est important, enfin, ce qui m'a aidé, c'est voilà de casser ce rituel mais finalement le rituel il reste quand même dans un coin de la tête, même si maintenant je passe outre et que j'arrive à trouver justement d'autres moyens. C'est voilà, c'est ça que je trouvais fou, c'est que le cerveau il mémorise et voilà tous les soirs j'ai donc comme je disais dans mon livre, pendant un moment j'ai comblé avec la tisane par exemple. Maintenant c'est un peu avec le sucre et donc ouais, je trouve ça fou. Après, pour les rituels, oui, comme je disais, ce qui m'a permis de casser ces rituels, moi, c'est les hospitalisations parce que
parce que quand j'étais chez moi, livrée à moi-même, j'avais toujours, voilà, ces rituels. Tous les soirs, je sais que je descendais, j'achetais, et il y avait que les hospitalisations pour me permettre de casser ces rituels. Hmm. Alors ça c'est la partie traitement. Maintenant j'aimerais bien tous les trois qu'on prenne un petit peu de recul puis qu'on s'interroge sur la santé publique. Alors c'est vrai que je regardais en tout cas sur la page alcool de l'OMS qui est très bien documentée, hein. Je vous redonne les chiffres qu'on évoquait juste avant. Voilà, sur la page de l'OMS je cite, hein, l'abus d'alcool a entraîné en 2016 plus de 3 millions de décès au niveau mondial, soit un décès sur 20 dans le monde, et plus des trois quarts de ces décès concernaient des hommes. Voilà, etc. C'est l'abus d'alcool représente 5% de la charge de morbidité au niveau mondial. Et puis qu'est-ce qui tue les personnes dépendantes, hein? C'est un tiers des décès, 21% des pathologies digestives et 20% des maladies cardiovasculaires. Voilà, donc on entend, malgré le discours de voilà, le vin c'est bon pour la santé, ça prévient même le risque d'AVC, d'infarctus, etc. Enfin, ce genre de discours qui paraissent un peu d'un autre âge maintenant. Voilà, on voit que l'alcool, c'est un problème de santé publique. Maintenant, comment est-ce qu'on le prend en charge? Alors, je pense pas qu'à tous les trois on va résoudre un problème de cette ampleur, mais c'est vrai que bah voilà. Alors j'aurais peut-être aimé avoir. Alors Evan, je te prends peut-être un peu au dépourvu, mais toi, tu dirais que c'est quoi finalement, d'un point de vue santé publique, un peu les choses qui te semblent importantes? Alors, est-ce que j'ai le droit d'être un petit peu euh, vindicatif? Alors, c'est ton moment, et donc tu as le droit de dire, voilà, c'est disclaimer, voilà, c'est pas du tout evidence-based medicine, hein, ça c'est le ressenti de quelqu'un Ah, du pour le front coup, qui est très si, en un peu. colère. Vas-y. Alors, Pour le coup, alors si, un je peu. te laisse documenter alors, parce que Cuisiner Vin de France va venir. Non, mais voilà, je leur fais pas de la pub. J'aime beaucoup votre magazine, vous mettez des recettes géniales. Par contre, quand on parle de du lobbyisme du vin, c'est vrai que je les trouve complètement hors sol sur Twitter, donc on les garde pour les recettes, mais pour le lobbyisme, c'est long. Bref, je te laisse Bah, disserter justement, en là-dessus. parlant de lobby, oui, il y a quelques mois, c'est vrai que, euh, allez, pour reprendre le truc qui m'avait outré, il faut arrêter de dire que le vin, c'est de la culture. Mm. Voilà. Non, c'est le vin, oui, ça fait partie de la culture, mais l'esclavagisme aussi, si on parle là-dessus. Pardon, non, c'était un point qui n'était On a pas. déjà atteint le point de Godwin, c'est compliqué Non, ça. désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que ça fait partie de la culture historiquement que ça ne peut pas être mauvais pour autant, que ça peut pas comporter des risques pour autant. Pardon, c'était très maladroit, mais c'était là où je voulais aller. Euh, sur des choses en termes de santé publique et justement CEBM, il a été montré que plus on fait de la prévention tôt et allez, parlons à des économistes, et plus l'argent injecté est efficace. Il y a plusieurs exemples et contre-exemples de ce sujet. J'ai pas des choses très sourcées en tête, je suis désolé. Mais on a des exemples où, par exemple, on voit que les enfants d'il y a 50 ans fumaient, ils s'en fichaient. Les enfants de maintenant, quand on demande à des CP s'ils fumaient, ça les intéresse. Il y a un dégoût, il y a un rejet qui est marqué de ce côté-là. Christine Meignet sur Twitter avait publié au cours du Dry January 2020 une série d'études. Et il y en a une qui avait été intéressante, c'était que on avait vu, ça avait été montré avec le tabac et avec l'alcool, que quand des personnes voient des films où le héros est représenté de façon très positive, badass, qui chie la classe et qu'il y a de l'alcool ou du tabac dans le lot, ben les gens sont plus enclins, les gens qui ont vu le film évaluent l'alcool et ou le tabac de façon plus positive. Alors je veux pas faire disparaître l'alcool des films, des séries et autres productions culturelles, mais à garder dans un point de notre tête que peut-être ça serait on cache la violence, on cache le sang, on cache le sexe. Est-ce qu'on cacherait pas aussi ce héros badass qui se bourra un whisky avec une clope après avoir fait exploser la moitié de la ville ou la moitié des méchants? Donc, en termes de prévention, c'est vrai que cibler les jeunes et les jeunes, quand je pense à enfants notamment aussi, faire de la prévention de ce côté-là. Et puis en santé publique, je rejoins Émilie sur le point qu'en effet, enfin, on cible l'homme de 50 ans. Concrètement, quand on fait de la santé publique sur l'alcool, et que il faut qu'on élargisse à sensibiliser plus de de strates de la société, plus de personnes de façon plus large. Euh, voilà, c'est mes two cents sur le sujet comme ça, là, pris à chaud, ça serait ça.
Moi personnellement, c'est vraiment le Dry January que j'ai trouvé extrêmement intéressant, en tout cas d'un point de vue personnel. Ça a été vraiment, je dirais, dans ma relation à l'alcool, ça a été ça a eu beaucoup plus d'impact que ce que j'attendais. Donc effectivement, je valorise en tout cas cette démarche, je trouve ça chouette. Et c'est vrai que par contre, ce qui me gêne, c'est de voir à quel point le Dry January, qui est vraiment, je trouve, une initiative britannique pour le coup, géniale, ça me fait de la peine de voir à quel point c'est pas récupéré par d'autres pays européens. Hein. Je vois que, en tout cas en France, ça a fait un gros bid. Et puis, justement, il me semble que même Macron s'était exprimé sur le fait que non, on n'allait Ah pas ouais, non, aller contre la culture française quand même. ça a été La plus qu'un France. bide, ça a été une levée de bouclier. C'est ça, c'est ça, c'est Ça, ça. Et voilà, je trouve ça dommage et je me dis qu'effectivement peut-être déjà dans la partie santé publique, ce serait peut-être sortir du truc de il faut protéger l'alcool. Je dirais bah ok, alors on est dans un pays d'économie de marché, bah chaque côté a le droit de vendre sa tambouille et puis bah, voilà, de la même manière que le lobby de l'alcool a le droit de défendre la culture française, bah je comprends pas que du côté santé publique, en tout cas en Europe, on puisse pas défendre, en tout cas d'essayer au moins juste de se remettre en question vis-à-vis de l'alcool. Ça c'est une chose. Donc ça c'est un petit peu moi ce que je verrais en santé publique. Après je sais pas pour toi Émilie justement, quel est ton regard un peu là-dessus? Qu'est-ce qui, en tant qu'ancienne usagère, qu'est-ce que tu verrais d'utile en tout cas au niveau national et même supra-étatique? Alors oui, moi la prévention, je trouve que c'est très intéressant et comme vous disiez, le vin en fait, on pense toujours que voilà, c'est pas de l'alcool, c'est pas de l'alcool. Et pourquoi j'ai consommé du vin? Parce qu'on peut l'avoir d'une facilité, mais enfin, j'ai trouvé les prix des bouteilles de vin. Bon, forcément, c'était pas les meilleurs, mais c'était des prix. Je pouvais avoir des bouteilles de vin à 1,20 €. Donc, c'est cette facilité d'accès, en fait, même dans les supermarchés, enfin, en tout cas, là où j'allais, je voyais les bouteilles d'alcool fort, entre guillemets, qui étaient derrière la caisse. Les vins, c'était dans les rayons, à côté de l'eau, quoi. Donc, donc, je faisais mes courses, je prenais des bouteilles et hop, je passais à la caisse, l'air de rien, quoi. Donc, je sais pas, moi, la facilité d'accès au vin, notamment, moi, ça me questionne beaucoup. Et puis, ouais, il faut faire de la prévention chez les plus jeunes. Et comme vous disiez, hein, ne pas, enfin, que la population ait en tête que, voilà, il n'y a pas que les hommes hein, qui peuvent être dépendants à l'alcool et qu'on peut être dépendant surtout à n'importe quel âge, en fait. Et parler, voilà, de tous les types de consommation problématiques. Ok, bah très bien Euh, en tout cas. Ouais, vas-y, je te laisse je rebondir. voudrais rebondir sur les jeunes et la facilité d'accès. En effet, j'ajoute un tout petit point que je trouve intéressant, auquel j'avais déjà réfléchi. C'est la facilité d'accès dans les débits de boissons également. Enfin, de là Ouais. où je viens, j'ai toujours eu une facilité. Maintenant, quand je le regarde a posteriori, j'ai toujours eu une facilité déconcertante à entrer dans un bar à 14-15 ans, alors que j'en faisais 10 à l'époque, hein, parce que je fais pas plus vieux pour les personnes qui pourraient se poser la question. Au contraire, je fais encore 17 ans en en ayant 27. Donc, j'entrais dans un bar à 14 ans, j'avais l'air d'en avoir 11, je demandais un demi et il était 16 heures et on me servait mon premier demi à 15h30, 16 heures, alors que voilà. Et il y a un point, alors pareil, je suis désolé, je l'ai pas sourcé, mais je pense que si on regarde les travaux de docteur professeur Volkov, VOLKOW, qui a fait beaucoup de Oui, oui, neurobiologie des oui. addictions, on sait que le cerveau ne devient entre guillemets mature que très tardivement. On apporte l'âge de 25 ans et que toute prise d'une substance psychoactive avant cet âge, parce que ça va modifier les schémas internes cérébraux, est un facteur de risque, d'autant plus, enfin, d'avoir une addiction dans un second temps. Et donc voilà, peut-être il y a une loi sur la vente de l'alcool aux mineurs. Peut-être que ce serait bien qu'elle soit un jour respectée. Même si j'en ai grandement profité quand j'étais jeune, mais je sais pas si c'était un bien. D'accord, bah merci en tout cas C'était pour mon dernier point de vindicativité, voilà, désolé. c'est ça, le message est reçu. Euh, voilà, je pense qu'on a abordé un petit peu tous les points, en tout cas, qu'on avait notés sur notre DM avant de préparer l'émission. Je sais pas si, voilà, avant qu'on passe à la dernière partie de l'émission, l'un ou l'autre, il y avait encore un point que vous souhaitiez aborder, enfin une frustration, un point que vous souhaiteriez aborder avant qu'on mette un terme à cette émission. Si ce n'est pas le cas, peut-être alors voilà, on passe à la dernière partie de l'émission. Alors c'est vrai que voilà, ce que j'essaye de faire maintenant, pour la troisième fois aujourd'hui, l'idée ce serait de partager un bien de culture hors du champ de l'addiction
qui vous semblera intéressant, quelque chose que vous avez vu, lu, joué récemment, et puis que vous aimeriez partager avec les personnes qui nous écoutent. Alors, je ne sais pas si, Émilie, toi, il y a quelque chose que tu aimerais partager avec nous, en tout cas une recommandation que tu aimerais nous faire. Faut que je réfléchisse. D'accord. Alors, Donc je réfléchis et alors du coup, Evan répond en Evan. attendant. Alors voilà, c'est toi qui te récupères avec ça, Evan. Alors, je voudrais peut-être recommander un animé que j'ai regardé récemment parce qu'on a dit des choses un peu lourdes, donc cet animé est bien plus léger. Il a beaucoup tourné sur Internet, d'ailleurs il est un peu mainstream dans ma façon dont je l'ai découvert. C'est l'animé Jujutsu Kaisen, donc Je connais pas. Jujutsu espace Kaisen, qui est un shonen, donc dans tout ce genre shonen qui vise les 15-20 ans, si je ne me trompe pas. Mhm. Il y a des gens qui vont sans doute sauter de leur fauteuil en entendant ça. En tout cas, avec tous les tropes de un jeune homme qui est fort et qui a des quêtes et qui se fait facilement des amis, qui est drôle, qui est sympa, qui est marrant. Et en fait, le truc intéressant que Jujutsu Kaisen, c'est qu'il est relativement léger et que pour les personnes qui connaissent le genre shonen, il en est presque parodique. C'est-à-dire qu'il flirte toujours entre la parodie et se prendre au sérieux. On voit tous les tropes habituels arriver et pour autant ils marchent, ils fonctionnent parce que ils sont amenés de façon parodique mais finement. Donc ça prend quand même et ça en fait un animé très satisfaisant quand on aime les shonen. Et puis sur le plan, je dirais la forme, l'animation est très 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 bonne. Vraiment, il y a un travail de prod derrière qui, je trouve, en tout cas pour avoir regardé, pour consommer beaucoup d'animés, il est dans le haut du panier, très clairement, en termes de qualité de l'animation. Mais du coup, ça parle de quoi? Eh ben oui, pardon, je parle pas de ça. Ça parle de quoi? L'histoire de base, on serait dans une terre contemporaine à la nôtre, imaginons-nous en 2020, à ceci près que les émotions fortes négatives, que ce soit la colère, la tristesse, la haine, génèrent des êtres qu'on appelle les fléaux dans la traduction française, qui vont être des choses qui foutent le dawa, avec des pouvoirs magiques plus ou moins puissants selon la quantité d'énergie négative, d'émotions négatives qui les a générées. Et donc, il y a deux façons de s'en prémunir, parce que du coup, on imagine, alors ce qui est cité, c'est les hôpitaux, les lycées, ce genre de choses, les tribunaux, il y a beaucoup d'énergie négative autour de ça. Il y a deux moyens de s'en prémunir, mettre une relique d'un fléau très puissant à cet endroit-là, parce que du coup, les fléaux moins puissants ne vont pas oser venir, parce qu'entre fléaux, c'est le free for all, donc les fléaux attaquent les fléaux et les humains. Donc s'il y a un fléau déjà plus puissant, les fléaux ne viennent pas, les moins puissants. Et puis il y a des exorcistes, donc des gens qui ont des moyens plus ou moins conventionnels et ou magiques de se débarrasser des fléaux. Et je vais divulgacher l'épisode 1 parce que c'est lui qui lance l'histoire. C'est qu'en fait, un jeune homme va donc un jour, par un jeu de circonstances qui est détaillé dans l'épisode, ingérer une relique du fléau le plus puissant qui est jamais apparu sur Terre. Assez puissant pour que du coup, le fléau en question, la conscience de ce fléau naisse dans ce jeune homme, lui conférant, lorsqu'il prend le contrôle du corps, tous les pouvoirs de ce fléau. Mais ce jeune homme a ses pouvoirs à lui également, et donc ensuite les péripéties s'enclenchent pour savoir ce qu'on va faire de ce jeune homme et comment il va se rendre utile ou non. Ok, donc c'est vrai que j'entends, c'est un Voilà. peu dans le genre de choses qu'on retrouve typiquement dans un Naruto, quoi. Exact. Ah, et c'est typiquement le personnage Naruto-esque qui est pas le plus futé, mais qui se fait des amis en claquant des doigts, qui sort des trucs qu'on on sait pas d'où il les sort en termes de puissance et d'habileté, mais il les sort. Et voilà. Mais comme je disais, il est parodique, mais finement parodique, et donc ça marche quand même. C'est que pose toujours la question de est-ce que là il est parodique ou est-ce qu'il se prend au sérieux. Et bah moi je suis je suis un fervent consommateur de shonen. C'est des choses qui marchent chez moi parce que comme je disais j'ai 17 ans, donc ça prend très bien sur moi, je m'identifie bien et du coup voilà, je l'ai trouvé plutôt bon. Ça joue. Bah merci alors en tout cas pour cette recommandation. Enfin, on sent que voilà, tu l'habites en tout cas. Enfin, Ah, voilà. j'ai vraiment beaucoup aimé cet animé, ça faisait longtemps que j'avais pas voulu autant en regarder un. J'attendais l'épisode d'après avec impatience. Et puis alors du coup, Émilie, est-ce que tu as eu le temps de retrouver tes esprits et puis d'avoir Réfléchir, quelque bah, chose à nous proposer?
Bah, ce que j'ai regardé récemment, c'est jamais très gai, hein. Moi, j'ai regardé quoi? J'ai regardé la série Hippocrate, donc voilà. Sinon, c'était des films d'horreur, donc. Ah oui, c'est vrai que. Alors justement, alors moi j'en ai entendu. Enfin, juste, effectivement, j'ai découvert qu'il y avait cette série-là. Enfin, j'avais en avais entendu Ouais. parler, mais c'est vrai que tous les jours, on te voit poster sur Twitter. Enfin, une participation affective importante aux épisodes de cette série. Du coup, c'est quoi Hippocrate? C'est une série sur des internes en médecine. Donc, il y avait eu une première saison. Je sais plus de quand elle date, la première saison. Et là, il y a la deuxième qui prend au trip, quoi. Quand on connaît la situation actuelle des hôpitaux, ça peut que nous, voilà. Je veux pas spoiler, hein, mais je trouve que c'est une série qui est très bien faite. D'accord. Donc on entend. Alors ça représente bien ce qu'on peut vivre à l'hôpital et donc du coup, si on a besoin de prendre Ouais, de la ouais. distance à l'hôpital, il faut s'en éloigner. Et si on a envie de s'en rappeler ou de découvrir un petit peu, tu trouves qu'en tout cas, c'est une bonne introduction au milieu C'est hospitalier. une bonne, ouais. Voilà, exactement. Ok, alors merci. Et puis de mon côté, alors je vais recommander un comics, qui est le comics que je lis en ce moment. Je suis au 4e tome sur 5. C'est Y, le dernier homme. Alors pareil, je vais divulgacher, mais à nouveau, la réponse est dans le titre, hein. Y, le dernier homme. Le comics commence au moment où justement un fléau, là encore, au même moment va tuer toute la population avec un chromosome Y sur Terre, hein. C'est pour ça que ça s'appelle Y. Toutes les personnes qui ont un chromosome Y décèdent en même temps, ce qui crée effectivement une catastrophe, hein. On imagine les bus qui sont conduits par un homme, les avions, etc. Enfin, la moitié de la population disparaît, puis ça génère en tout cas tout un chaos sur le moment, puis ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive, généralement, l'histoire commence quelques années, en tout cas quelques mois après l'événement, et puis je trouvais ça très intéressant de voir la géopolitique qui apparaît dans un monde comme celui-là, puis c'est vrai que voilà, la petite histoire du dernier homme va se mélanger, je dirais, à l'histoire de l'humanité, puis c'est assez prenant, assez intéressant. Juste pour dire, c'est vrai que le début du comic c'est écrit par des mecs, et puis c'est Pia Guerrera, je crois, la dessinatrice, qui se joint au projet puis qui finit comme coproductrice de l'œuvre. Et puis effectivement, on sent qu'il y a quand même un shift entre ce que les hommes peuvent fantasmer au début d'une société sans femmes, et puis à la fin, justement, plutôt une histoire qui va être écrite par une femme à la fin. Enfin, c'est très très intéressant, et je dirais, voilà, juste pour le côté un peu géopolitique, ça vaut le coup de s'intéresser à l'œuvre. Et puis voilà, alors peut-être pour terminer cet épisode de Parcours Stup, hein, rappeler le titre de ton livre, Émilie, Allô Samu, les dessous d'une lutte acharnée contre l'alcoolisme, qu'on trouve sur Amazon, c'est ça? Amazon. Donc je Ouais. mettrai le lien en description de l'épisode pour les personnes qui souhaiteraient le lire ou l'acheter. Voilà, Super. c'est tout pour cet épisode de Parcours Stup. Je vous remercie aux deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était le Lézard Violet. On se dit à bientôt sur Twitter. Au revoir.